Bonjour, aujourd'hui nous recevons Maître Jean-Baptiste Mousset. Bonjour, merci de votre invitation. Voilà, soyez le bienvenu. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions tous les mardis depuis 8 ans. Voilà, donc Maître Mousset, le contexte. Michael Delafosse a fait un article 40 le 4 janvier. Il en avait fait même deux depuis, alors qu'il n'avait fait aucun en 4 ans de mandat. Donc vous êtes l'avocat de monsieur Doualem Namal, qui aurait, je mets des mots conditionnels, qui aurait proféré des insultes contre la France. Alors, je peux vous dire tout de suite, il n'a proféré aucune menace ou aucune insulte contre la France, ni contre les ressortissants français. Ce qui lui est reproché, puisque, contrairement à l'emballement qui a pu être celui un petit peu, justement, du maire de Montpellier, mais encore du préfet de l'Hérault, il n'a jamais tenu ses propos dans le cadre des publications TikTok qu'il a faites. Et ça, nous en avons la certitude, c'est une certitude en tout cas judiciaire, puisque monsieur le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Delargent, a fait, dans le cadre de l'enquête préliminaire qui a été menée et pour laquelle mon client a été placé en garde à vue, a fait mener 2 traductions par des traducteurs assurantés et qui dégagent toute menace, toute intention de tuer justement de ces publications. Donc on va revenir là-dessus. Donc vous êtes l'avocat de ce monsieur, c'est l'affaire de ce week-end, de la semaine dernière. Il a été envoyé en Algérie, il a été refoulé. Voilà, une affaire politique importante dont tout le monde a parlé. Et je vous remercie de venir. Vous êtes le premier média auquel vous donnez un entretien. Individuel, exactement, puisque après une conférence de presse et un communiqué de presse hier, voilà, nous avons limité les moments de communication et c'est pour ça que j'ai trouvé à propos aujourd'hui de pouvoir répondre à vos interrogations légitimes. Voilà, donc vous avez 41 ans, vous êtes spécialiste dans le pénal, autre chose pour vous présenter? Je suis père de 2 enfants, ça c'est une grande fierté. Oui. Et puis surtout, oui, je suis au quotidien avocat au pénal, c'est-à-dire que je défends à la fois des gens qui sont poursuivis pour des infractions pénales, mais aussi des gens qui sont victimes d'infractions pénales, quelle que soit leur problématique. L'essentiel, c'est de pouvoir les défendre au mieux avec les éléments qu'on a dans le cadre de leur dossier. Voilà, donc avant de passer aux questions, la une du numéro 1115 de la Glorieuse. Alors, on revient sur le décès de Le Pen et quelle trace a laissé cet homme, le départ de cet homme spécialisé dans les provocations et les outrages. Ensuite, on revient sur le gouvernement et une drôle d'affaire, un article qui est paru sur Paris Match. Et donc, il y a une ancienne ministre qui se serait pointée à France Travail et qui aurait pas été contente parce qu'il n'y avait pas la case ministre pour bénéficier des allocations. Donc on fait un article là-dessus. Je crains que cette case puisse manquer à beaucoup de situations juste passées et puis peut-être futures. Voilà. On revient aussi sur la Cour régionale des comptes, un dossier sur les crèches à Montpellier. Les crèches, ça craque. Voilà, le vent debout contre le sondage plébiscite que le maire a publié il y a quelques jours. Et enfin, la rubrique Ils sont d'ici, l'étonnant marquis Duvidal de Montferrier qui a abandonné son château, donc à Montferrier, pendant la Terreur. Voilà, donc Maître Mousset, est-ce que vous pouvez en 2 mots nous dire ce que c'est un article 40 ? Un article 40, c'est la possibilité, même presque l'obligation morale que doit avoir un fonctionnaire, un agent public, un élu aussi, lorsqu'est porté à sa connaissance l'infraction pénale, une infraction pénale, et à ce moment-là, puisqu'il est cette courroie de transmission entre la dénonciation, le signalement et le procureur public, et donc c'est lui qui communique cette information au procureur public qui ne peut peut-être pas l'avoir ou qui ne l'a pas encore eu par le biais d'une plainte pénale. Donc c'est un petit peu une forme de plainte, un signalement qui est fait par un agent public, un élu, un fonctionnaire qui a connaissance de la réalisation d'une infraction pénale. C'est une plainte qui est obligée d'être instruite ou... Alors, c'est pas une plainte qui est obligée d'être instruite, parce que, par exemple, lorsque les inspecteurs du travail
relèvent des manquements au Code du travail, ou lorsque des personnes qui travaillent dans le sanitaire et social relèvent aussi des infractions dans ce contexte-là, ils le portent à la connaissance sous forme d'un signalement, et donc le procureur de la République, qui garde l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'il peut poursuivre ou pas, et bien ensuite mène une enquête, ou fait mener une enquête à la suite de ce signalement. Donc le maire de Montpellier a fait un article 40 contre le franco-algérien que vous défendez. Alors il est algérien, hein, de nationalité algérienne, hein, il n'a jamais revendiqué sa nationalité française, d'ailleurs il ne l'a jamais demandé, il n'a jamais non plus usé des possibilités qui lui étaient offertes, puisqu'il a été marié avec une Française, il est père de 2 enfants français, il aurait pu la demander, il ne l'a jamais demandé, donc je vous corrige. Oui, d'accord. Il n'est pas du tout de nationalité française. Alors, comment vous voyez le fait que le maire de Montpellier a fait 2 articles 40 la semaine dernière, alors qu'il n'en a fait aucun depuis 4 ans et demi qu'il est élu? Il y a peut-être un calendrier alternatif qui s'impose au maire de Montpellier. Moi, je sais pas, vous savez, je ne fais pas de politique. Je considère toujours que quand la politique rentre dans les prétoires, la justice en sort par la petite porte. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur cette opportunité-là, sur quelques jours, au lendemain du Nouvel An, de faire ces signalements, alors qu'effectivement, ça n'a jamais été fait. Alors peut-être que ça a été fait, et peut-être qu'auparavant ça a été fait sans qu'il y ait de grande communication. Là, on voit que la communication appuie ce signalement. Est-ce que vous pouvez me présenter votre client, là, Boualem Namal? C'est un homme de 59 ans, qui est père de 2 enfants, qui est grand-père aussi de 2 enfants, et tous de nationalité française. Il est entré, c'est vrai, à l'époque, on ne s'en cache pas, de manière illégale sur le territoire français, puis ensuite il a vu sa situation régularisée. Parce que, à la fois, les autorités administratives, la préfecture de l'Hérault lui a délivré un titre, a renouvelé ce titre, et malgré les condamnations pénales, et encore le 26 décembre dernier, ce titre a été renouvelé. Donc c'est quelqu'un qui, depuis, a fait preuve aussi, au-delà des condamnations pénales qui ne l'occupe plus depuis 2010-2011, eh bien, il a fait preuve d'insertion. Alors parfois, ça peut étonner certains, d'intégration. Il travaille, il paye ses impôts, il a eu des contrats de travail, et puis à durée déterminée, puis dernièrement, un contrat de travail à durée indéterminée. Donc c'est quelqu'un qui, bien qu'il ait eu des condamnations pénales, et parce que aussi on a droit à une forme, d'oubli, parce que le casier judiciaire, c'est pas une marque au fer rouge qui marque quelqu'un, eh bien, il a pu s'intégrer parfaitement depuis près de 15 ans dans la société française par le travail et pas par une situation où il profite d'un système. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Alors, il a eu des propos qu'il regrette, on va être très clair là-dessus, des propos qu'il a eu à l'adresse d'une personne qui est impliquée politiquement, plutôt d'ailleurs, contre la politique actuelle menée par le gouvernement algérien. C'est quelqu'un que vous pouvez citer? C'est une question, pour l'instant on ne cite pas, mais qui dans la vidéo est parfaitement identifiable, parce que cette personne d'ailleurs a repris la vidéo, il a même ajouté des choses, et peut-être même a travesti la réalité des propos de mes clients. Voilà, ça on verra pour la suite, mais en tout cas il a eu des propos malheureux, et c'est la fraction qui est reprochée. On la discutera dans le tribunal peut-être dans l'intention qui était la sienne, mais en tout cas il lui est reproché d'avoir eu des propos provoquant certains, ou tendant à provoquer des personnes à commettre des violences sur cet individu. Voilà. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Rien contre la France. Rien contre la France. À aucun moment dans ces vidéos, il ne parle de la France. À aucun moment dans ces vidéos, il ne parle de la communauté juive, puisque c'est ça qui lui a été aussi reproché de manière négative ou de manière virulente. À aucun moment, il n'a d'intention de tuer. C'est en tout cas... c'est pas juste parce que ça profite à la défense. Il parle de certains Cohen, non? Il parle d'un certain Cohen qui, en fait, avait lui-même, d'ailleurs, repris une de ses vidéos et repris une autre vidéo. Voilà. Mais c'est parce que, vous savez, quand les gens produisent des vidéos, ils se les publient, ils se les republient, et c'est dans ce sens-là qu'il parlait de cette personne. Et d'ailleurs, il lui a été posé des questions, et il a été posé des questions à l'interprète à ce moment-là, et on a écarté toute velléité antisémite à son encontre. Est-ce qu'il a été proféré des injures? Il n'a pas été proféré d'injures. Il n'est pas poursuivi pour des injures publiques. Il est poursuivi pour cette provocation aux violences. Il n'a pas été provoqué d'injures. Alors que lui, je peux vous le dire, depuis cette publication malheureuse et sur laquelle il s'expliquera, lui, il est destinataire, oui, de propos particulièrement virulents, véhéments, violents, et avec des intentions qui, elles, ne sont pas juste de le violenter. Alors, il y a eu une affaire de traduction parce que les médias se sont emballés. Et puis ensuite, le
le procureur a demandé une nouvelle traduction sur laquelle, en fait, c'était pas du tout ce qui était dit premièrement. C'est ça, vous avez tout à fait raison. Alors, je ne sais pas si c'est le politique ou le média qui s'est emballé plus l'un que l'autre, et c'est d'actualité. Parce qu'il y a des articles qui sont sortis avant que le maire tweete qu'il allait faire un article 40. Est-ce que c'est une bonne méthode de publier sur les réseaux sociaux qu'on fait un article 40 dans un cas comme ça? C'est peut-être pas judicieux, puisque vous savez que quand même une enquête pénale a un intérêt, c'est l'effet de surprise. L'effet de surprise contre la personne qui est visée, l'effet de surprise dans les investigations qui sont menées. Et puis, une enquête pénale, moi, je pense que là-dessus, on pourra tous être d'accord, a la vocation aussi à être apaisée, loin justement de toutes ces tensions qu'il peut y avoir, ou de l'exacerbation, de la précipitation. C'est un temps judiciaire, l'enquête pénale. Et c'est le temps de la vérification. Alors, comment peut-être les médias, et le politique n'a pas fait. Alors, comment vous expliquez que le procureur qui donc a donné une convocation et libéré donc votre client, et qu'ensuite il a été arrêté par le préfet et le ministre de l'Intérieur? Alors, il a été arrêté à la demande du préfet et du ministre de l'Intérieur par la police aux frontières, alors qu'il sortait du bureau du procureur, puisque justement, en parallèle de la procédure pénale, était menée une procédure administrative en vue de lui retirer son titre de séjour et en vue de mener une mesure d'éloignement. Vous avez évoqué tout à l'heure celle-ci. C'est deux lectures différentes. C'est deux principes différents. C'est un peu récuser la position du procureur. Chacun est dans son opportunité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le procureur de la République est dans l'opportunité poursuite. Est-ce qu'il y a une infraction pénale et est-ce que derrière cette personne représente un danger? Si elle avait représenté un danger, en tout cas pour l'ordre public et pour la ville de Montpellier, pour ses concitoyens ou même pour les ressortissants français, eh bien, je ne doute pas que le procureur de la République aurait sollicité qu'il soit à minima placé sous contrôle judiciaire, voire même soit placé en détention provisoire, ce qui n'a pas été le cas. Et on voit là qu'il y a donc deux lectures, l'opportunité des poursuites et le danger du point de vue justement de certains critères qui sont prévus par le Code de procédure pénale, et puis des critères qui sont contestables, que nous avons contestés hier devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Je vous l'expliquerai peut-être un peu plus en détail. Voilà, et ça, c'est cette procédure administrative. Et là, on est sur d'autres critères, d'autres objectifs, un ordre public qui est d'ailleurs apprécié de manière différente. Voilà. Nous avons critiqué hier par la voie d'un recours et aussi dans le cadre de la prolongation de la mesure de placement en centre de rétention administrative, nous avons contesté justement ce placement. Le juge des libertés et de la détention n'a pas donné suite, n'a pas répondu favorablement à notre requête et a au contraire prolongé la mesure de placement en centre de rétention administrative de notre client de 26 jours. Et donc il reste aujourd'hui au centre de rétention administrative de Ménil-Almont. Ça, c'est particulièrement contestable et nous l'avons indiqué hier avec ma consoeur Marie-David. Nous avons contesté par la voie de l'appel cette ordonnance du juge des libertés et de la détention. Voilà. On ne s'arrêtera pas là, juste parce qu'il faut acquiescer à une mesure que je considère être d'ordre politique. Et nous n'en ferons pas. Nous irons devant les instances judiciaires, qu'elles soient celles du tribunal judiciaire, du juge des libertés et de la détention, ou sur le recours au fond, dans l'urgence en référé, dans quelques jours, devant le tribunal administratif de Paris. Le maire de Montpellier est revenu ce matin sur l'affaire en disant que sa femme ne veut plus de lui et que donc, voilà, sur un côté un peu personnel, c'est un peu bizarre ça. Je suis très étonné de la manière dont le maire de Montpellier pourrait avoir cette information. En tout cas, c'est pas du tout le son de cloche qu'on a. Puisque justement, lors de l'audience hier, il a été présenté une attestation d'hébergement chez celle-ci. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je suis toujours très étonné quand l'autorité que vous venez d'énoncer et des informations qui sont dans le dossier administratif délivré par la préfecture, en tout cas dressé par la préfecture. Ça m'étonne en fait réellement que peu. Parce que le procureur dit qu'il n'y a aucun appel à la haine et au meurtre. C'est ce qu'il dit exactement. Ah mais je vous le confirme, il n'y a strictement aucun appel au meurtre et à la haine. C'est le terme de la prévention des infractions et de l'infraction unique qui lui est reproché. Il n'y a aucun appel à tuer, aucune intention de tuer, aucun appel à la haine. Parce que sinon, je ne doute pas que le procureur aurait visé une infraction de cet ordre-là. Donc si ce n'est pas une affaire judiciaire, c'est une affaire politique. Et c'est là où tout ce que je craignais fait que la justice risque
comment dire, s'échapper du prétoire et se défiler. Mais je ne pense pas que, en tout cas, les juges du fond, les juges du tribunal correctionnel, eux, se défileront. Je pense qu'eux, ils vont justement prendre à bas le corps ce dossier sur un plan pénal, sans passion, sans émotion, en techniciens du droit qu'ils sont. Alors bon, ça c'est le côté français, le côté algérien. Ils disent, bon, ce matin j'ai lu la presse algérienne, bon, la France est à la une avec des titres assez violents. Ils disent que cette expulsion était arbitraire et abusive. C'est ce qu'a estimé le ministère algérien des Affaires étrangères. Est-ce que vous en savez plus Comme je vous l'ai dit, quand il est arrivé sur le territoire algérien, on l'a dit non. Enfin, on a dit plutôt aux policiers français qui l'accompagnaient, non, vous ne viendrez pas et vous ne rentrerez pas sur le territoire. Et donc il est parti. Mais comment c'est la seule chose que l'Algérien ne puisse pas rentrer dans son pays? C'est justement les éléments d'information qu'on n'a pas à ce stade. Nous, tout ce qu'on lui a dit, c'est vous ne rentrez pas sur le territoire algérien. On n'a pas de documents officiels qui permettent de considérer sur quel fondement juridique ou sur quel fondement factuel il est interdit d'entrer sur le territoire algérien. Alors la sauce monte avec cette affaire. Vous l'avez suivi. Donc Gérard Darmanin annonce dimanche vouloir supprimer l'accord franco-algérien de 2013 qui permet à la nomenclature algérienne de se faire soigner sans visa. Vous savez, dans les moments de crise, tout le monde a souvent la meilleure des idées ou la bonne idée qu'on tire de son chapeau. Il faut faire attention à ce genre de réaction. Et Gabriel Attal aussi lui fait monter la sauce en disant qu'il faut dénoncer l'accord de 68 qui confère un statut particulier aux Algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France. Ouais, je viens de vous répondre, c'est la même chose. Chacun essaie de trouver sa place dans cet échiquier où il faut aujourd'hui avoir soit le bon mot, soit la bonne idée, soit la bonne suppression, soit la bonne abrogation de loi. Il faut parfois dans ce genre de situation, que d'affaires criminelles parfois très lourdes, pouvoir se poser, réfléchir et éviter de faire monter la haine entre les différents côtés de la Méditerranée. Voilà, un dernier mot pour conclure. Nous, tout ce qu'on espère, c'est que les choses, elles s'apaisent un petit peu. Parce que vous avez compris que si l'histoire franco-algérienne, elle est toujours vive, animée, il faut que d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, on puisse peut-être se parler. Alors, c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais en tout cas, indépendamment du cas de notre client. Parce qu'on voit que ce qui anime les uns et les autres dans chacun des gouvernements, c'est qui aura le mot le plus vif, le plus dur, parfois même le terme le plus difficile. Et en réalité, nous, ce que nous attendions de manière paisible, c'est la comparution de notre client le 24 février devant le tribunal correctionnel. Parce que ça se fera, je n'en doute pas, dans des conditions sereines, d'explication, de rationalisation, certainement pas de justification, mais de compréhension de ce qui a pu se passer ce jour-là quand il a publié les mots malheureux qu'il revêt. Très bien, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Je vous remercie pour la qualité de vos questions, M. Cuche.